Bonjour, bienvenue au Blend. Enfin, en fait, ça fait déjà 2 jours. Merci d'être venu pour assister à ma conférence. Je suis très contente de pouvoir vous parler aujourd'hui parce qu'il y a 48 heures, je ne pouvais pas parler. Donc, ça fait du bien. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du film. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience de ces jours où vous avez un petit peu envie de vous cacher sous la table dans votre métier. Donc pour l'instant, tout ce que vous avez besoin de savoir à mon propos, c'est que je m'appelle Agnès et que je travaille dans une boîte qui s'appelle T pour The e-book Alternative. Et la partie e-book va avoir une petite importance dans la suite, c'est pour ça que je le mentionne maintenant. Il y a un petit transcript qui reflète la conférence dans son état d'il y a 3 semaines. Elle a un petit peu changé depuis, mais si jamais vous entendez mal, ou si vous n'entendez pas, du coup vous avez les sous-titres là derrière le QR code. Alors, pendant que vous prenez des photos, est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes développeur ou développeuse? Ok. Et maintenant, qui parmi ces développeurs peut se vanter de n'avoir jamais commis de boulette? La boulette étant, j'ai affiché la définition, une erreur humaine qui donne lieu à un incident en production. Est-ce qu'il faut que je parle plus loin du micro ou ça va? Cool. Du coup, il y a... Qui ici n'a jamais fait de boulette, donc? Il y a quelqu'un qui lève la main là-bas. Eh ben, ça va pas tarder, gars. Donc moi je suis développeuse, j'ai oublié de lever la main. Et par contre, des boulettes, j'en ai fait. Ça fait 8 ans que je suis développeuse. Et donc je vais vous présenter la boulette d'or 2018, qui est aussi la boulette d'or de ma carrière un petit peu. C'est une requête delete que j'ai envoyée sur notre index Elasticsearch de prod, qui contenait donc tout notre catalogue d'e-book. Vous voyez le rapport avec le nom de ma boîte tout à l'heure. Supprimer le catalogue d'e-book quand on vend des e-books, c'est pas l'idée du siècle. Et en fait, c'était pas une idée, c'était une erreur. Ce que je voulais faire en vrai, c'était supprimer seulement certains e-books en passant un petit identifiant à la fin de la requête. Donc l'identifiant, je l'avais stocké dans une variable. À un moment donné de la vie du programme, la variable était vide et j'avais pas fait de test dessus. Et voilà. Donc après ça, voilà comment je me sentais. J'étais grise pareil. J'avais un petit peu moins de barbe, mais voilà. Après ça, j'ai fait ce que je fais toujours, trop. Je suis allée sur Twitter et j'ai posé la question. Cher copain dev, c'est quoi la pire connerie que vous avez faite dans votre carrière? Parce que je venais de passer une soirée et un début de matinée à restaurer les données que j'avais supprimées. Et donc, j'ai eu plein de réponses et je n'ai pas été déçue. Donc, toutes ces réponses, je les ai mises dans un fichier Excel, je les ai numérotées et j'ai appelé ça le boulet-dex. Parce qu'en plus de passer trop de temps sur Twitter, je passe aussi trop de temps à jouer à Pokémon. C'est la vie. Donc je vais vous montrer des exemples. C'est le moment où on rigole un peu tous ensemble en se moquant des autres, avant de rentrer dans la partie un peu plus sérieuse. Donc par exemple, cette personne fait tourner un script sur son serveur de prod, avec une variable truc au milieu, et un jour, truc contient un espace. Donc cette personne a supprimé son dossier home en entier, et son dossier /var en entier. Et dans /var, il y a des petits trucs, genre les bases de données MySQL, par exemple. Donc voilà, moi, j'ai dû passer du temps à restaurer mes données, mais j'ai pas dû réinstaller mon serveur après. Donc, finalement, j'ai de la chance. Il y a un autre type de boulette que j'aime bien, c'est le spam. Donc cette personne-là a envoyé 800 mails au premier client, 799 au deuxième, etc.
Donc, quand on fait ce genre de truc, parfois on se fait blacklister par les webmails. Donc après, il faut aller remonter patte blanche et ça prend du temps. Donc c'est pas des moments rigolos après. Sinon, on a le spam par SMS. Donc ils se sont trompés entre expéditeur et destinataire. Celle-là, je l'aime bien. Et donc ils ont fait fondre un téléphone. Bien joué, les gars. Toujours dans la catégorie spam, il y a aussi la catégorie papier. Donc lui, il a envoyé 60 mots de passe différents par courrier au même client. Bien joué. Alors là, on arrive à la boulette numéro 276. C'est celle qui m'a fait beaucoup relativiser de ma propre boulette à moi. C'est un gars qui a poussé une mise à jour, qui a fait tomber la machine de prod pendant 5 jours, $50 de manque à gagner par seconde, multiplié par plusieurs machines. Donc moi, après ça, c'est bon, j'avais bien relativisé. Ma boulette à moi, c'était pas du tout le même ordre de grandeur. Ensuite, on a hors compétition les administrateurs système. Hors compétition parce que eux, ils peuvent éteindre une salle serveur avec leur cul. Voilà, mon cul, il n'a pas ce pouvoir de nuisance, quoi, clairement. Bon, voilà, donc ça, c'était la partie rigolote. Donc j'ai bien rigolé en recevant toutes ces boulettes, mais quand même ça m'a fait réfléchir parce qu'en 2018 il y a un tas de ces boulettes qu'on peut tout à fait éviter. Et donc c'est par ça que je vais commencer. Comment éviter les boulettes? Ah mais en fait c'est mieux comme ça. Comment éviter les boulettes? Ensuite je vais parler un petit peu de gestion d'incidents ou comment survivre quand on fait une boulette. Parce qu'en fait, il ne faut pas vous voiler la face. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme dispositif pour éviter de faire des conneries. Il y a quand même quelqu'un qui va trouver un moyen d'en faire. Et ça sera sûrement vous. Donc, autant être préparé. Et enfin, ça sera la partie la plus courte, mais la partie la plus importante. Comment est-ce qu'on tire le meilleur de ces pires moments de notre vie? Parce que c'est jamais drôle, mais autant en tirer des enseignements, et on peut en tirer des enseignements. Alors, je respire un coup. On commence par la première partie où on évite les boulettes, où je vais vous parler d'exploiter des trucs. Exploiter des robots, exploiter des oiseaux. La partie sur les oiseaux, l'humour sera particulièrement douteux, et j'en suis tout à fait fière. Voilà, je vous le dis. Et pour finir, comment exploiter votre cerveau pour éviter de faire des boulettes. Alors, sans transition, exploitation des robots. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Donc tout ça, ça part de la boulette numéro 10. C'est une personne qui déploie en prod, alors qu'elle voulait déployer en recette, sur des serveurs qui ont la même IP, sauf un chiffre. Donc... moi j'ai vu ça, j'ai pas tellement rigolé parce que en gros ce que j'ai compris c'est que le gars chaque fois qu'il veut déployer il doit taper une adresse IP à la main. Ce qu'il fait là le gars c'est du déploiement manuel et le déploiement manuel ça m'énerve. En 2013 ça m'énervait déjà et ça m'énervait déjà tellement que j'en ai donné ma première conf de ma vie alors que j'étais timide comme une statue, je sais pas. Bref. Et donc j'ai utilisé la même photo de statue à l'époque. Enfin, la même statue, mais pas la même photo. Donc, le déploiement manuel, ça vous fait prendre des risques, de vous tromper, de vous faire tomber la prod plusieurs fois par jour. Ça sert à rien. Et ça vous fait perdre du temps. Parce que c'est un truc qui n'a aucune valeur ajoutée à part faire un AirSync ou un copier-coller de fichiers. Et en fait, tout ce que vous faites à la main et que vous faites souvent, ça vous fait une source potentielle de boulettes qu'il faut donc éviter. Donc pour éviter de faire des erreurs en faisant des trucs à la main, il suffit de plus les faire à la main et de les automatiser. Qu'est-ce qu'on automatise? On commence par les déploiements. Si on a des tests automatisés, on les fait aussi tourner automatiquement avec un Jenkins ou un truc comme ça. Et en fait, tout ce que vous faites
manuellement souvent, vous allez chercher un moyen de l'automatiser parce qu'un jour, vous allez vous planter si vous le faites à la main tous les jours. Parce qu'un jour, vous allez être fatigué, vous allez être malade, vous allez penser à autre chose. Et voilà. Je parle trop vite et je respire pas assez. Donc en gros, à chaque fois que vous dites... Donc en fait, il faut que tu penses à faire ça à chaque fois que tu fais ci, vous pouvez automatiser. Donc à chaque fois qu'on crée un client ici, il faut aller dans cet autre projet pour ajouter une ligne dans la base. Et bien dans ce cas-là, au lieu de le faire à la main, vous écrivez un script qui fait en même temps la création d'un côté et la création de l'autre. Ou alors, à chaque fois qu'on déploie, il faut penser à vider le cache. Bah, vous modifiez votre script de déploiement pour qu'il vide le cache. Et les outils de déploiement modernes, ou même pas trop modernes, ils permettent de le faire. Pour l'automatisation, clairement, ce n'est pas les outils qui manquent. Chez TI, on utilise un vieux Capistrano qui est assez rustique et qui marche bien, dans lequel on arrive à ajouter nos besoins de script chaque fois qu'on fait des trucs. On a du Jenkins qui nous fait tourner nos tests sur toutes les pull requests. Et je parlerai de pull requests tout à l'heure. Et on commence à faire du Ansible qui, pareil, permet même d'automatiser toute la configuration serveur derrière. Et je vous en ai mis plein. Vous avez Deploy en PHP, qui est vraiment super simple. Donc commencez par ça si vous n'avez rien. Ça marche bien et il y a zéro dépendance. Je sais pas, j'arrive pas à respirer là. Alors, en résumé pour la partie robot, si c'est un truc que vous faites souvent, c'est pas un truc que vous devez faire manuellement, tout simplement. Donc vous sortez vos outils Ansible, Deployer, n'importe quoi. Vous commencez par automatiser au moins vos déploiements, ensuite vos tests, et après, petit à petit, au fil de l'eau, vous automatisez d'autres trucs que vous feriez à la main. Voilà. Ensuite, on passe à la partie avec un humour bizarre. Donc en fait, dans la partie oiseau, je vais surtout vous parler d'humain. Et je vais partir de cette boulette-là. C'est une personne qui met à jour son schéma de base. Il y avait une colonne qui changeait de type. Il a supprimé puis recréé la colonne. Donc c'est-à-dire qu'il a supprimé ses données. Et ensuite, il ne les a pas recréées. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Heureusement, il avait des sauvegardes, lui. Moi, j'en avais pas. Il y a aussi la boulette 177. Donc, une personne qui a bloqué l'accès à tout Skyblog pendant 45 minutes en heure de pointe à cause d'un alter table. Ça peut être long en prod. Alors, je sais plus qui c'est parce que j'ai anonymisé les boulettes. Donc, ok. Et c'est quoi le rapport avec les oiseaux? J'y viens. Donc les premiers oiseaux impliqués, c'est les oies, parce que cette personne fait une migration de schéma, et parce que les oies, c'est des oiseaux migrateurs. C'est pas fini, hein. C'est tiré par les plumes. Voilà. Donc, les migrations de schéma, ça peut très bien se passer si on ajoute des pools. Request. Donc, l'humour aviaire douteux, on se rapproche de la fin, mais c'est pas encore fini. Donc, en fait, la revue de code systématique par pull request, c'est hyper important. J'en ai déjà parlé en conf. C'est notamment hyper efficace, on l'a constaté, sur les bugs liés aux migrations de schéma. Parce que comme c'est un truc un peu touchy, on va toujours regarder plus attentivement les migrations, et on va dire, tiens, tu penses pas que ce alter table, il faudrait qu'on le fasse tourner un peu en dehors de l'heure de pointe? Ou alors, t'es sûr que si tu supprimes ta colonne, tu vas pas avoir un petit problème après? Donc en fait, les pull requests, ça permet d'ajouter un deuxième regard sur du code qu'on a écrit avant qu'il parte en prod. Ça arrête pas toutes les boulettes, mais ça en arrête quand même pas mal, et des grosses. Voilà, et donc puisque je parle d'un deuxième regard, j'en arrive au dernier oiseau impliqué, qui est le canard en plastique. Donc vous connaissez sûrement le principe du canard en plastique. C'est en fait quand on a un problème, on l'explique à un objet inerte, par exemple un canard en plastique, et le simple fait de verbaliser, ça aide déjà à se rapprocher d'une solution. Donc chez TI,
on a un peu étendu ce concept de canard en plastique. Les canards en plastique, c'est bien, mais en fait, on préfère expliquer à un collègue à la place, parce qu'il peut répondre, apporter un deuxième regard, et nous permettre d'avancer. Alors que juste parler, c'est déjà bien. Mais quand le canard peut répondre, c'est vraiment mieux. Donc, chez nous, l'équipe minimum d'intervention en production quand on fait des trucs à la main, c'est un développeur et un canard, qui est en fait un développeur. Mais nous, on va sur le chat et on dit « j'ai besoin d'un canard » parce que je vais aller toucher à la prod. Et donc, la deuxième personne qui est assise à côté de nous, concrètement, à notre bureau, quand on fait de la manipulation en prod direct, elle va dire « attends, on va peut-être tester ce truc à part, parce que je ne suis pas sûr du where, là. » Donc ça lui aurait par exemple permis d'éviter la boulette 210, un update sur 1 million de lignes au lieu de 5, parce qu'il s'est planté dans sa clause where. Donc lui, il avait des backups aussi. Donc pour ça, quand vous intervenez manuellement en prod, je vous donne une astuce, c'est de commencer dans la ligne de commande par un start transaction. Ensuite, vous tapez vos requêtes d'update. Et si ça vous paraît cool, ok, vous tapez commit. Et si vous vous rendez compte que vous venez de faire un update sur 1 million de lignes au lieu de 5, dans ce cas-là, vous tapez rollback et vous n'aurez pas besoin de restaurer les backups parce que vos données n'auront pas été modifiées. Et la deuxième astuce tentée prod, c'est de demander un canard. Et donc, si vous avez besoin d'un canard, vous faites signe. Donc, pour la petite histoire, chez Ti, on a un emoji signe dans le chat qu'on sort quand on a besoin d'un canard en prod. Donc ça, c'est notre humour chez Ti. Donc si vous voulez bosser avec des gens qui ont ce genre d'humour, vous me dites, parce qu'on a des postes ouverts. Et voilà. Et puis j'aime bien cet humour. Donc en résumé, pour la partie sur les oiseaux, faites de la revue de code systématique par pull request. Ça vous évitera des grosses boulettes. Ensuite, discuter avec un canard, c'est chouette. Et enfin, faites signe si vous êtes en galère. Restez pas tout seul quand vous avez un problème, quand vous allez toucher à la prod. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Voilà. On passe à la partie sur le cerveau. Pourquoi ? Parce que j'ai vu pas mal de requêtes comme ça, de boulettes comme ça. Tiens, je viens de faire un drop sur la table adresse et je pensais que j'étais en dev. Mais en fait, non, j'étais en prod. Ou alors, j'ai fait un update user et j'ai supprimé tous les mots de passe. Et j'avais aussi... je croyais que j'étais en dev, mais j'avais un terminal ouvert en prod. Et voilà. Donc pour ça, il y a un truc que j'aime bien qui s'appelle le management visuel. C'est un terme qui veut rien dire pour parler de rappeler à votre cerveau dans quel environnement vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes en dev, est-ce que vous êtes en pré-prod ou est-ce que vous êtes en prod ? Et comme votre cerveau, il est feignant, il n'aime pas lire, c'est bien d'utiliser des couleurs ou des images, et pas juste du texte. Donc par exemple, chez Ti, on a une couleur différente pour l'environnement de dev, de pré-prod et de prod. Donc en dev, on a beaucoup de violet, en pré-prod, on a du orange, et en prod, on a du rouge. Et cette couleur-là, on la met dans les invites de commande avec du bashrc, et aussi dans les interfaces d'administration web en surchargeant le CSS. Donc, par exemple, quand on se connecte en SSH sur nos serveurs de prod et de pré-prod, on voit du orange en pré-prod et du rouge en prod. Je ne sais pas si vous voyez. Si ça marche, il marche bien les projecteurs ici. Et on rappelle aussi en vert où est-ce qu'on est sur le disque. Parce que parfois on fait un rm-rf étoile, alors qu'on pensait qu'on était dans le dossier cache, par exemple. Et en fait, on était à la racine ou dans /var. Ça va, arrive. J'ai déjà fait. C'était pas drôle. Et donc, pareil dans les interfaces web. Ici, dans notre Magento de dev, on a un gros bandeau violet qui nous rappelle qu'on est en dev. Parce qu'une de mes premières boulettes de développeuse Magento, ça a été de vider plusieurs fois, de manière répétée, le cache en prod, en me demandant pourquoi je ne voyais pas mes modifs en local. Voilà, voilà.
Donc ça va, il n'y a pas eu de problème, mais j'ai un petit peu transpiré quand je me suis rendu compte quand même. Voilà, donc management visuel, mettre de la couleur. Ensuite, on passe à un autre truc que j'aime bien. Pour éviter les boulettes, c'est les barrières de potentiel de flemme. C'est un terme dérivé de la physique, parce que les barrières de potentiel, en fait, ça existe en physique. Donc l'idée d'une barrière de potentiel de flemme, c'est que partant d'une situation non risquée et facile, donc à gauche, là, pas risquée, pour aller dans une situation risquée, plus à droite sur le graphique, il y a besoin de faire un truc chiant. Il ne faut pas que ce soit impossible, il faut juste que ce soit chiant. Parce que vous et votre cerveau, vous êtes des feignasses, vous n'avez pas envie de faire des trucs chiants. Et donc concrètement, par exemple, chez nous, on a un accès en lecture sur nos bases de données qui est très facile. On a un login pass qui est caché derrière un alias. Donc en une commande, sans aller chercher de mot de passe, on peut lire dans nos bases de données en ligne de commande. Par contre, si on veut un accès en écriture, il faut qu'on se tape un mot de passe long comme le bras. Donc, quand on veut un accès en écriture, on est sûr qu'on en a vraiment besoin avant d'aller le chercher, parce qu'on est des feignasses. Et donc, en fait, c'est du management par la flemme. Ça marche vachement mieux que le management par la peur, et c'est beaucoup moins nocif. Nous, on n'a pas peur de se faire virer si on fait une connerie en prod, c'est juste que c'est tellement chiant d'aller vider la base de prod que c'est sûr qu'on ne va pas le faire, quoi. Donc, en résumé, pour la partie cerveau, utilisez des images et des couleurs pour rappeler à votre cerveau, par plusieurs canaux, en fait, sur quel environnement vous vous trouvez. Aussi bien dans les lignes de commande de MySQL que dans les interfaces de PHP MyAdmin ou je sais pas quoi. Et exploiter le fait que le cerveau soit un flemmard, et vous aussi. Donc, en résumé, pour la partie où on évite les boulettes, automatisez tout ce que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas l'automatiser, faites-le avec un deuxième humain. Et enfin, mettez-vous en place des barrières de flemme pour éviter de traverser accidentellement le chemin qui vous sépare de la boulette. Ensuite, après 22 minutes et 28 secondes, on va parler de survivre aux boulettes. En fait, j'avais plein d'astuces à vous montrer pour éviter les boulettes, mais il m'aurait fallu un créneau de 4 heures, et je n'avais pas. Donc voilà. Donc cette partie, survivre aux boulettes, je vous l'ai dit, c'est indispensable de s'y préparer, parce que ça va arriver. Donc autant être prêt, et autant savoir gérer la crise le jour où elle va arriver. Donc, une boulette a été détectée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se cacher sous la table? Est-ce qu'on panique? Ok, on peut paniquer un petit peu, mais surtout, on commence par le dire. On n'essaye pas de cacher le truc sous le tapis en espérant que personne ne va remarquer. Quand vous avez fait une connerie, vous le dites, et vous le dites tout de suite, et vous n'avez pas peur de le dire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la boulette numéro 33. C'était un stagiaire qui a redémarré la prod sans le savoir. Déjà problème. Et ensuite, il s'est fait défoncer pour ça. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans cette boulette? Déjà, le fait que quelqu'un puisse redémarrer la prod sans le savoir. Déjà qu'on puisse redémarrer la prod aussi. Et que ça pose un problème autre qu'une indispo de quelques minutes. Et surtout, en fait, qu'on punisse un stagiaire pour ça. Un stagiaire, c'est là pour apprendre, donc on ne va pas le défoncer s'il fait une erreur. Parce que on peut imaginer, pour rester dans les jeux de mots un peu pourris, un stagiaire, c'est une graine de développeur. Une graine de développeur, il faut qu'elle se plante pour pousser. Et donc au-delà du truc rigolo, en fait, ça aurait pu bien se passer, mais non, le gars, il s'est fait défoncer. Et donc là, j'ai aucune empathie, aucune sympathie pour la boîte où bossait ce stagiaire. Donc je répète, n'ayez pas peur, demandez de l'aide et restez pas tout seul avec votre boulette. Parce que sinon, vous risquez la surboulette. Et un peu comme en secourisme, on parle du suraccident qui est souvent plus grave que l'accident. En fait, en informatique, vous avez la surboulette qui est souvent plus grave que la boulette. Vous avez commis une boulette. Vous essayez de réparer, c'est normal. Sauf que, sous l'effet du stress,
parce que votre prod, elle est tombée là maintenant tout de suite. Et ben vous allez faire des trucs directs en prod sans tester en pré-prod. Vous n'allez pas bien relire vos closeware, par exemple. Vous n'allez pas bien regarder où vous êtes avant de faire vos RM-RF. Et donc, vous allez sûrement faire une boulette plus grosse et plus grave. Et je le sais, parce que ma boulette d'or 2018, c'était en fait une surboulette. C'était la fin de la journée, il était 17h30. Je me suis dit, bah allez, ça va, ça marche. Et donc j'ai lancé mon petit script. Et du coup, bah, 17h30, j'avais pas fini ma journée, c'était le début de la deuxième journée, quoi. Donc vraiment, quand vous avez fait une boulette, mettez-vous à deux, demandez de l'aide. Je radote, j'assume, parce que c'est vraiment le truc le plus important. Une équipe de gestion d'incidents, c'est une équipe. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes. Donc chez TI, une équipe de gestion d'incidents, quand c'est un gros incident, c'est au moins 2 personnes. Donc d'un côté, à gauche, la personne qui résout l'incident, qui réfléchit, qui se pose des questions techniques, qui essaye de faire du diagnostic et de réparer en même temps. Et de l'autre côté, la partie qui fait guichet vers le monde extérieur. Quand on a le chef et le directeur qui sont en stress parce que le truc est tombé, c'est lui qui va répondre aux questions sur le chat, qui va faire la communication avec le SAV aussi, par exemple. Et idéalement, on ajoute un canard pour aider la personne qui est en train de toucher à la prod pour résoudre l'incident. Parce que finalement, une gestion d'incident, c'est aussi une intervention en prod. Donc ça se fait à 2 pour relire les closeware, pour calmer le jeu, relativiser un petit peu. Voilà. Équipe de gestion d'incident. 2 humains, un canard. Donc 3 humains, bref. Donc, cette équipe de gestion d'incident, c'est quoi son boulot? Sa première priorité, c'est de rétablir le service. Et sa deuxième priorité, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est pas dans l'autre sens. Donc si vous avez l'impression que pour rétablir le service, il suffirait de redémarrer le service Nginx ou Apache, vous le faites et vous allez lire les logs ensuite. Quand la prod est down, c'est pas le moment de se poser et de lire les logs et de se demander c'est quoi le sens de la vie. On commence par essayer de réparer, quitte à y aller un petit peu au pif, et ensuite on essaie de se comprendre bien ce qui s'est passé. Ou alors vous redémarrez le service sur un des serveurs et vous regardez ce qui se passe sur l'autre, par exemple. On avait comme ça des services qui gelaient sur un serveur, qui frisaient. En fait, qui frisaient sur les 2 serveurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a redémarré le truc sur un des serveurs et on a lancé les diagnostics, un grand coup de syslog sur l'autre machine. Et donc on a compris ce qui s'est passé, c'était le diagnostic, après avoir rétabli le service. Et surtout, pendant la gestion d'incident, vous communiquez en interne, parce que vous avez peut-être des clients à qui le SAV va parler, vous avez peut-être un community manager qui va se faire harceler sur Twitter pour savoir pourquoi ça ne marche pas. Et donc s'il ne sait pas, il va vous en vouloir beaucoup. Donc vous communiquez en interne, ça tombe bien, dans votre équipe de gestion d'incident, il y a quelqu'un qui est dédié à ça. Et vous communiquez aussi en externe. Si vous avez une page de status, vous la remplissez. Si vous n'avez pas de page de status, vous pouvez peut-être commencer à envisager le sujet. Voilà, donc la communication, c'est très important pour éviter de perdre réputation, en plus de perdre les quelques minutes de dispo dues à l'incident. C'est ce qu'a fait GitHub sur sa coupure de lundi. Ils ont communiqué au fur et à mesure qu'ils arrivaient dans leur diagnostic. Ils ont dit, bah voilà, on est en train de restaurer des backups, ça prend plus longtemps que prévu, donc le service ne reviendra pas avant 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça, c'est hyper intéressant comme gestion de communication et comme gestion de crise. J'aime bien comment ils ont fait.
Donc, en résumé, gestion de boulettes. Pour gérer une boulette, on s'y met à plusieurs. Pendant l'incident, d'abord on rétablit le service et ensuite on réfléchit. S'il y a besoin de réfléchir d'abord, on peut aussi réfléchir d'abord. Mais en général, il n'y a pas forcément besoin de trop réfléchir pour établir le truc. Et surtout, pendant toute la durée de l'incident, vous communiquez. Vous n'essayez pas de cacher le truc. Donc déjà, vous, individuellement, vous n'essayez pas de cacher le truc. Et après, en tant qu'entreprise, vous n'essayez pas non plus de cacher l'incident. Bien. Maintenant qu'on a bien survécu aux boulettes, il est temps d'en tirer des conclusions. Donc, j'ai commis la plus grosse boulette de ma vie. C'est passé, c'est réparé, ou c'est en train. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour moi, cette partie, elle est importante, parce que dans l'imaginaire collectif, quand on fait une erreur, c'est pas bien. Donc un développeur qui commet une boulette, c'est un développeur mort. Et en fait, c'est normal de penser comme ça, parce que c'est un peu ce qu'on apprend à l'école, si vous voulez. Quand on se trompe, on a des mauvaises notes, c'est pas bien. Alors que les boulettes, les erreurs, c'est pas des échecs en elles-mêmes. Le vrai échec, c'est de répéter les mêmes erreurs. De les répéter individuellement ou collectivement. Si on repense au stagiaire qui a tombé la prod son premier jour de stage, c'était peut-être pas son premier jour de stage, on répare la prod, ok. S'il recommence 2 jours plus tard, c'est peut-être le stagiaire qui a un problème. Mais imaginez une boîte où chaque fois qu'il y a un stagiaire qui arrive, il éteint la prod sans faire exprès, et ça se répète tous les ans. Là, c'est l'entreprise qui a un problème, c'est pas les stagiaires. Le problème, c'est l'entreprise, c'est l'organisation qui laisse ces boulettes arriver et qui fait rien pour qu'elles arrêtent de se reproduire. Donc il peut y avoir de l'échec individuel et collectif. Et en général, individuellement, quand on a fait une boulette, on est bien refroidi. Donc on ne recommence pas. Par contre, c'est plus délicat de progresser collectivement. Donc moi, je préfère voir les boulettes comme de l'engrais qui nous fait grandir, passer de bébé développeur à un grand développeur. Et comme les boulettes sont des occasions d'apprendre, il faut toutes les attraper. Ça manquait un peu de Pokémon, j'en ai remis. Donc là, elle est mignonne avec ses grands discours. Comment on fait pour apprendre collectivement de ses erreurs? Alors, je vais vous montrer un outil qu'on utilise chez TI et qui marche, je trouve, assez bien pour apprendre. Je pense qu'on a encore à progresser là-dessus. Donc, un post-mortem, concrètement, c'est un mail qu'on envoie en interne dans la boîte et éventuellement à l'extérieur si c'est un incident qui a été perçu à l'extérieur. Donc, après chaque incident, on envoie un mail qui décrit factuellement les symptômes ressentis par les utilisateurs finaux. Combien de clients ont été touchés, combien de commandes, combien de temps ça a duré. Donc on reste objectif. Souvent, ça permet déjà de dédramatiser par rapport à notre ressenti. Parce que quand on a vidé la base de prod, on ne se sent pas bien. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne me sentais pas bien. Alors qu'en fait, si on a regardé objectivement, l'impact sur les clients finaux a été quasi nul. Par contre, les petites boulettes que j'avais faites l'après-midi avant, celles-là, elles ont touché une 30aine de commandes, et donc là, c'était plus embêtant déjà. Ensuite, on explique techniquement ce qui s'est passé, en vulgarisant, parce que ce n'est pas à destination des techniciens, c'est à destination des fonctionnels et des gens qui vont communiquer avec les clients. Et en fait, vulgariser et reformuler, je trouve ça très intéressant pour des techniciens, parce que ça les oblige à très bien comprendre ce qui s'est passé. Pour être un bon vulgarisateur, il faut être un bon technicien à la base. Et donc ça permet aussi de comprendre mieux nous-mêmes ce qui s'est passé et de ne pas se réfugier derrière du jargon. Ensuite, on explique ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné dans la gestion de l'incident en elle-même, pour pouvoir mieux gérer les incidents après. Donc c'est toujours facile de voir ce qui n'a pas fonctionné.
Parce que globalement, on adore se plaindre, on adore voir le négatif, et ça c'est pareil, c'est humain. Donc qu'est-ce qui s'est pas bien passé? On a mis 10 jours à restaurer les données parce qu'on n'avait pas de sauvegarde. On n'avait rien qui nous permettait de faire ça. Ok, mais qu'est-ce qui a bien marché? L'incident, on l'a découvert tout de suite. On a rétabli le service en 5 minutes. Donc toujours essayer de chercher du positif en plus du négatif. Parce que ça permet de se concentrer sur des choses qu'on fait bien et de continuer de les faire bien, en plus de faire mieux ce qu'on aurait pu mieux faire. Et enfin, et c'est là qu'on apprend collectivement, c'est quoi les actions qu'on prend pour que ça ne se reproduise pas. Donc par exemple, Agnès a vidé la base de prod. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne se reproduise pas? Peut-être qu'on aurait pu mettre en place un outil, parce que comme je vous l'ai dit, je voulais supprimer certains livres parmi les 500 000 qu'on avait. Donc on aurait pu mettre en place un outil qui permet facilement de supprimer certains livres en filant une liste et en faisant un contrôle sur les variables vides, par exemple. Là, en l'occurrence, on n'a pas eu ce besoin de supprimer des livres. Donc pour l'instant, on n'a pas mis en place cet outil, mais on a été échaudé par cet incident. Et donc la prochaine fois, on ne réessayera pas de le faire à la main si on a besoin de le refaire. On prendra quelques minutes, quelques heures pour coder cet outil, pour automatiser le truc avec un petit robot, vous vous souvenez? Et en fait, ce qu'on a fait aussi très concrètement, c'est qu'on a mis en place des sauvegardes de cet index. Parce qu'on n'en avait pas, parce qu'on pouvait les reconstruire. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le reconstruire, ça nous prenait 10 jours. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc on a passé une mauvaise soirée. Mais on a appris des choses sur notre infra, sur nous, sur notre gestion du stress. Donc finalement, le bilan est resté positif. Donc j'ajoute 2 précisions sur le post-mortem. Le but, c'est l'amélioration collective. Donc on ne met pas d'accusation personnelle. On n'a pas dit « Agnès a vidé la base de prod » dans notre post-mortem. On a dit « Suite à une erreur humaine, l'intégralité des données catalogues ont été supprimées. » Et en fait, il savait très bien qu'à l'humaine était impliquée, parce que c'est moi qui ai ramené les croissants. C'est bon, les croissants. En conclusion, je vous rappelle les 3 axes d'attaque des boulettes. Les boulettes, on peut les éviter en automatisant les tâches courantes et grâce au super méga pouvoir de la flemme, plutôt que de la peur, et des canards en plastique. Les boulettes, on peut y survivre en formalisant la gestion des incidents et en faisant d'autres trucs dont j'ai pas eu le temps de parler, comme des sauvegardes, par exemple. Et surtout, le plus important, c'est qu'on doit en tirer des leçons. Les boulettes ne sont pas des erreurs en elles-mêmes. Le vrai échec, c'est de... Non, les boulettes ne sont pas des échecs en elles-mêmes. Le vrai échec, c'est de répéter l'erreur. Et donc, ne refaites pas 2 fois la même erreur. Parce qu'on n'est pas comme dans Pokémon Go. Une fois, ça suffit. Et puis dans Pokémon Go, il faut les attraper plusieurs fois. Il n'y a que moi qui joue à Pokémon Go, c'est pas grave. Voilà, donc c'est la fin de la conférence. J'ai parlé très vite, parce qu'il me reste 2 minutes pour parler. Mais on peut commencer les questions si vous voulez. Il y a des questions. Oula. Oui. Oui, bah lui, c'est pas moi qui décide. Si, ok. Bonjour. Bonjour. Merci. J'avais une question toute simple. Dans l'équipe de secours, oui. Où se place la personne qui a fait la boulette? Ça dépend. Ça dépend de l'état de la personne qui a fait la boulette. Mais en général, si elle était là, c'est qu'elle a une certaine maîtrise du sujet. Donc en général, c'est ceux qui font la boulette qui réparent, mais du coup, ils ramènent quelqu'un en plus, pour pas en faire davantage. Donc le jour où j'ai vidé ma base de prod, c'était un index, c'était pas une base,
J'ai mon collègue, un de mes collègues qui est venu m'aider. Et au final, c'est quand même moi qui tapais les commandes de restauration. Mais du coup, je validais tout verbalement avec lui. Ok, donc maintenant, on relance tel diffuseur, ensuite celui-ci. Ok, ça va. Et donc, ouais, du coup, c'est plutôt la personne qui a fait la boulette qui répare. Mais ça peut arriver que ce soit quelqu'un d'autre si elle ne se sent pas de le faire. Mais comme ça implique de sortir quelqu'un de son taf, on a plutôt tendance à garder la personne qui a fait la boulette. Je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est comme ça qu'on fait. Alors, lui, il y avait quelqu'un d'autre par là-bas, non? Bon, après toi. Ou d'abord lui? Désolé, mais après. Non, c'était lui, voilà. Bonjour, merci. Bonjour. Ma question, c'est sur le post-mortem, le fait de l'envoyer par mail. Pourquoi vous ne faites pas plutôt des réunions pour le faire vraiment en augmentant au maximum la qualité du post-mortem? Alors, on fait une réunion entre devs pour écrire le post-mortem parfois, mais on préfère laisser une trace écrite pour pouvoir s'y référer plus tard. On essaye de détacher l'information du temps. Ok, non mais s'il a été créé de façon collégiale, ça me convient, mais oui. c'était pas hyper précis dans la façon dont vous l'exprimiez. Ok. Oui, on s'y met ou au moins on le relit. On fait pas forcément une réunion, mais en général c'est d'abord un doc qu'on relie entre personnes qui ont géré l'incident. Donc oui, c'est un document collectif. Merci pour la question. Alors il y avait le monsieur Rayet là-bas qui... Bonjour, merci pour cette conf, on se sent moins seul. Le boulet d'Aix est-il public? Non. On m'a demandé un fortune boulette. Et je vais y réfléchir. Maintenant que j'ai fini de donner mes confs, j'ai peut-être un peu de temps pour coder des bêtises à la maison. Non, parce qu'il y avait des noms de boîtes dans la liste des boulettes. Et j'avais un peu peur qu'on puisse retrouver les auteurs des boulettes à partir de... Mais j'en ai partagé pas mal. Et si tu vas voir le transcript, il y a les versions Paris Web des boulettes, et c'est pas les mêmes. J'ai fait de l'inédit pour... Enfin, c'est pas moi qui ai fait ces boulettes-là. Donc par exemple, la boulette sysadmin, c'était pas la même Paris Web. C'était un mec qui a éteint une machine qui était à 100 bornes de là, et qui du coup, pour appuyer sur un bouton, a dû rouler 200 bornes... parce qu'il avait pété la conf réseau de son serveur. Donc là encore, pouvoir de nuisance des devs quand même clairement moindre que celui des sysadmins. Si on a fini, je suis dans le salon des... Non, il y a encore quelqu'un qui lève la main là-bas. Et puis ici aussi. Ah, il a une boulette à raconter. Il y a un monsieur qui levait la main là derrière. Et puis après, tu nous racontes ta boulette. Moi, j'aime bien les boulettes, je les prends toutes. Et après, je les mets dans mon fichier Excel. Bonjour, merci. Je vais faire vite parce que la boulette m'intéresse. Ah oui, ouais. Merci. Ouais, moi, sur la question, en l'occurrence, pour ton problème à toi, oui. C'est que pour moi, cette route-là sur l'Elasticsearch, ou en tout cas, même si elle existe parce que c'est de l'Elasticsearch, elle ne devrait pas être accessible. Oui, on est d'accord. Hein. C'est juste inenvisageable de pouvoir faire ce genre de choses. Oui, et comme c'est inenvisageable, oui. Ça me... Voilà, pour ça, je me disais, ça va, si la variable est vide, il ne va rien se passer. Ah ben en fait, si. L'erreur est humaine, même de pouvoir taper sur ce genre de choses, ça ne devrait pas exister. Oui. Et puis même de pouvoir accéder en lecture à une base de prod, ça me semble être inacceptable aussi. Et en écriture, encore moins. Et c'est tous ces trucs-là, après, où c'est aussi perturbant. Donc, pour bloquer cette route-là, niveau serveur, je crois que je l'ai demandé à mon infogérant. Je ne sais plus quelle a été la réponse. Ça se trouve, on l'a fait. Parce que oui, pour moi, c'était dingue qu'avec une toute petite requête HTTP comme ça, j'ai pu supprimer les données. Après, pour les lectures et écritures en base de prod, c'est malheureusement assez courant. Ça reste pas légal. C'est pas légal. Donc on est d'accord. On le fait peu.
Mais ça nous arrive de devoir récupérer des données de prod parce qu'on a des bugs qui se passent que en prod. Donc, théoriquement, dans ce cas-là, tu dois récupérer les données et les mettre dans un environnement à part. Quand on a un client derrière qui est super pressé, ben là, il faudrait que nos canards soient plus méchants là-dessus et qu'ils ne nous laissent pas faire. Mais oui, effectivement, point de vue données personnelles, on ne devrait pas avoir accès aux données de prod en tant que dev. Sachez-le. Parce que je l'ai appris assez récemment. Quand les canards auront des dents, quoi. Hein ? Quand les canards auront des dents, on arrêtera. Alors, les canards, je ne sais pas, mais les poules ont eu des dents. Alors maintenant, il y a le monsieur qui voulait raconter une boulette. Ah. Alors si vous avez peur de les dire devant tout le monde, on peut en parler après au village. Non, mais c'était il y a longtemps, il y a prescription, et c'était plus ou moins pas moi. Mais j'y étais quand même très, très, très impliqué, puisque j'ai participé à la réparation. Du coup, c'était chez des gens dont on taira le nom, mais on avait plusieurs salles serveurs d'ailleurs. On devait avoir au moins 50 serveurs dans notre salle chez nous à l'intérieur. C'était une boulette électrique, c'est-à-dire qu'on avait eu une intervention sur le réseau électrique. Donc le gentil électricien a fait sauter l'électricité, donc super sympa. Donc la salle s'est éteinte entièrement et en fait elle ne se rallumait pas parce que la charge à l'allumage des machines, elle est largement supérieure à la charge électrique quand elle tourne. Et du coup en fait on a dû tout débrancher et rallumer les machines une par une. Ça a pris beaucoup de temps, c'était super drôle. Et tout le monde était hyper content. Alors, on a passé une bonne journée. Ce qui était rigolo, c'est que les gens qui me racontaient les boulettes sur Twitter, j'ai fait quelques stats aussi sur les smileys utilisés. Il y avait beaucoup de rires aux larmes, mais ça avait l'air d'être des rires un peu nerveux. Et il y avait aussi des larmes tout court, comme ça. Là. Bah, merci pour cette boulette. Il y a encore une question, là, le monsieur avec un tour de cou bleu, comme tout le monde. Ces tweets sont disponibles ? Ah oui, ils doivent encore être là. Ça date de quand pour aller refouiller? Alors, ça date du 9 mars, parce que la boulette date du 8. Et il y a le lien direct dans les slides. Je les partagerai Merci. Vers le tweet. Et surtout qu'il a retourné il n'y a pas longtemps. Il y a un monsieur qui lève la main là-bas, qui fait coucou. Et donc il a retourné il n'y a pas longtemps ce tweet, alors j'en ai eu des nouvelles, des boulettes. Mais je les ai pas intégrées à mon Bouledex. Bonjour, merci pour la compte. Déjà, c'était cool et marrant et complet. Sur les post-mortem, si t'en fais de trop, est-ce que t'as pas une certaine perte d'image en fait, à trop vouloir être transparent avec tout le monde? Non, je pense pas. Enfin, en tout cas, les post-mortem, on en a fait pas mal en interne, de toute façon, parce que pour nous, c'est comme ça qu'on capitalise sur la connaissance. Et après, par exemple, notre infogérant, il nous transmet beaucoup de post-mortem parce qu'il y a beaucoup de petits incidents. Et je préfère qu'on soit mis au courant même sur les petits incidents qui ne nous ont pas touchés, plutôt que de découvrir le jour où il y a un gros incident qui me touche, qu'en fait, ils ne sont pas parfaits. Pour moi, moi, en tant que cliente de quelqu'un qui fait des post-mortem, j'aime bien en recevoir beaucoup, plutôt que d'avoir un problème et de ne pas savoir ce qui se passe. Sur la gestion de crise, tu peux aussi penser à ce qui s'est passé quand British Airways a perdu des données personnelles dans la nature. En fait, ils n'ont rien dit. Il y a des gens qui ont appris ça dans la presse. Donc là, tu vas perdre beaucoup en réputation. Alors que si tu avais dit directement, comme c'est demandé légalement, que tu as perdu des données et que son mail se balade dans la nature, et son numéro de carte bleue, parce qu'eux, ils ont perdu le numéro de carte bleue, en fait, faute avouée à moitié pardonnée. Et donc, moi, en tant que cliente, je préfère recevoir plein de post-mortem de la part de la personne qui a fait les bêtises que de l'apprendre par un autre moyen. Parce que, par exemple, là, le jour où j'ai vidé ma base, comme il était 17h57, j'ai pas pensé à formaliser la communication au sein de la boîte.
Et j'ai commencé par en parler j'en ai parlé sur le chat avec mes collègues dev. Et après, je me suis un petit peu plainte sur Twitter parce que c'est le sport national. Et du coup, il y a une de mes collègues au SAV qui a appris qu'on avait un problème en prod sur Twitter. Elle l'a vraiment pas bien vécu. Donc, on s'est bien fait recadrer là-dessus, en interne. Et donc, ouais, clairement, vaut mieux envoyer un post-mortem que d'essayer de cacher le cadavre et que les personnes l'apprennent autrement. Alors, je vais peut-être regarder de ce côté-là, parce que ça se trouve, vous avez levé la main de ce côté-là. Et là, il y a un monsieur avec beaucoup de cheveux. J'essaye de trouver des signes distinctifs, parce que le tour de cou bleu, ça se pose là. En fait, on a plein de temps. Tu as parlé que pour éviter les boulettes et pour passer par exemple à une écriture sur une base de données, il faut essayer de faire quelque chose de chiant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans la problématique d'automatiser cette tâche et donc refaire une boulette parce qu'on a automatisé une tâche pour faire, par exemple, pour passer une base à une écriture. Donc tu as peur qu'on automatise les boulettes et que du coup on les refasse Voilà, par exemple, moi, si je devrais refaire à chaque fois les mots de passe pour entrer une base d'écriture, je ferai un script pour pouvoir accéder directement avec avec les mots de passe. Donc c'est pas terrible, mais ça m'évite à chaque fois les refaire. Alors ce qui est intéressant avec les scripts d'automatisation, c'est que tu les fais relire par tes collègues comme du code. Et donc les collègues ils vont me dire bah tiens ça va pas marcher, là on va peut-être avoir un problème. Donc pour moi tes scripts d'automatisation tu les fais relire et donc il y a moins de risques de bugs dans tes scripts d'automatisation que dans les trucs que tu fais à la main comme ça. Mais par rapport à ça il faut y avoir une politique de tout rendre public, c'est-à-dire si les scripts je les garde pour moi pour me connecter sur une base de données ah oui, bah ça, du coup, effectivement, on partage. On garde pas ça pour nous. Ok, merci. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'en vont. Alors, je vous propose, on s'en va aussi. Hop. Bah, merci à vous pour votre attention.